On passe maintenant à l'exercice 3, paramagnétisme de Pauli. Il s'agit toujours des propriétés collectives des électrons libres qui sont dans un métal. En l'occurrence, on s'intéresse à leur comportement lorsqu'un champ magnétique extérieur B est appliqué au métal. Donc on souhaite calculer la susceptibilité magnétique du matériau venant des électrons, autrement dit, l'aimantation des électrons lorsqu'ils subissent un champ magnétique extérieur. Donc l'idée intuitive est qu'en présence d'un champ magnétique extérieur, les électrons qui ont chacun un spin 1,5, autrement dit un petit moment magnétique correspondant à leur spin, eh bien, vont orienter leur spin parallèlement au champ magnétique et développer ainsi collectivement un moment magnétique global qu'on appelle grand M. Alors bien sûr, ils ne vont pas tous s'orienter de façon exacte parallèlement au champ magnétique pour différentes raisons. La première raison est que il y a une certaine température qui crée du désordre. Et à température nulle, l'autre raison, c'est que, et surtout c'est la raison essentielle, c'est que à cause de la distribution de Fermi, donc le fait que les électrons sont des fermions, en fait, il faut imaginer qu'ils sont figés dans des états d'énergie, en dessous de l'énergie de Fermi, ils sont figés. Ça les oblige à rester dans certaines positions de l'espace des phases en position et vitesse, mais aussi dans leur état de spin. Et donc, ils ne peuvent pas changer d'état de spin aussi facilement, malgré le fait qu'il y a un champ magnétique extérieur. Donc en particulier, tous les électrons qui ont un spin vers le haut ou vers le bas vont garder leur état de spin en première approximation à température nulle. Alors on va voir que malgré tout, l'application d'un champ magnétique extérieur, même à température nulle, influe sur l'énergie des électrons et donc sur leur aimantation, et tout va se passer près de l'énergie de Fermi, donc près de ce qu'on appelle aussi la surface de Fermi. C'est la transition où il y a des états occupés et des états inoccupés. Donc cet exercice est un exercice très instructif et très intéressant concernant, une fois de plus, la propriété des électrons étant des fermions dans un métal. Première question, eh bien, ce sont des rappels par rapport au problème précédent. On suppose qu'il n'y a pas de champ magnétique extérieur, que B égale 0, et on considère un seul électron unique dans le volume du métal, donc un électron libre. Et en appliquant la formule de Weyl, on demande de rappeler la densité d'état et le nombre d'états en dessous d'une certaine énergie epsilon. Alors ce calcul a été fait à l'exercice précédent et on avait obtenu que pour un électron sans spin, eh bien, le nombre d'états disponibles en dessous d'une énergie epsilon, c'est alpha sur 2 fois epsilon puissance 3,5, où alpha est donné par cette formule. Et pour cela, on a utilisé la formule de Weyl, du comptage d'états. Alors bien sûr, chaque électron a un état de spin possible up ou down, qu'on va appeler plus ou moins. Et donc cette formule donnera le nombre d'états, soit pour les électrons de spin plus, soit pour les électrons de spin moins. Mais lorsqu'il n'y a pas de champ magnétique, eh bien, il n'y a pas de différence d'énergie entre les électrons de spin plus et les électrons de spin moins, et donc cette fonction n plus est égale à la fonction n moins. La densité d'état, donc c'est le nombre d'états par intervalle d'énergie, c'est la dérivée de n par rapport à epsilon. C'est donc, ici on dérive, ça fait sortir 3,5, ça fait donc 3 quarts de alpha fois epsilon puissance 1,5. Question 2 maintenant, on suppose qu'il y a un champ magnétique extérieur, B, selon la direction Z, et on rappelle que eh bien, on rappelle que une façon d'exprimer qu'un champ magnétique influence l'état d'un électron, on peut soit dire en termes de force, soit en termes d'énergie. Et en termes d'énergie, eh bien, un électron de spin plus ou moins 1,5, où il s'agit du spin orienté selon l'axe Z, qui est en présence d'un champ magnétique B aussi orienté selon l'axe Z, eh bien, aura une énergie d'interaction qu'on va noter delta E, qui est égale à moins 2
fois mu b, qui est le magnéton de bord, une constante fondamentale, fois S, le spin qui vaut plus ou moins 1,5, fois B, qui est l'intensité ou la composante, qui est la composante du champ magnétique selon Z. Ainsi, en module, donc en valeur absolue, cette énergie d'interaction, comme le spin est égal à 1,5, cette énergie d'interaction en valeur absolue est égale à mu B fois B. Et pour 1 Tesla, ce sera donc égal seulement à mu B, le magnéton de bord. Alors on peut faire l'application numérique. Donc mu B c'est E h bar sur 2m, la masse de l'électron. On trouve que c'est 5,6 10-5 électrons par Tesla, ce qui est finalement très faible. Et pour 1 Tesla, ça nous fait donc une énergie d'interaction de 5,6 fois 10 puissance moins 5 électronvolts. Or, à l'exercice précédent, on avait calculé l'énergie de Fermi, qui est le potentiel chimique à température nulle, mu0, qui est 3 électronvolts. Donc on s'aperçoit que cette énergie d'interaction entre le spin d'un électron et un champ magnétique extérieur à 1 Tesla est vraiment très faible, très négligeable devant l'énergie de Fermi. On nous demande, lorsqu'il y a la présence d'un champ magnétique, eh bien, de donner l'expression du nombre d'états pour un électron en dessous d'une énergie epsilon selon qu'il a un spin plus ou un spin moins, à partir de la fonction n de epsilon qui correspondait au cas où il n'y a pas de champ magnétique. Alors voilà, la réponse c'est que comme l'énergie d'un électron est déplacée de delta E, où delta E est l'énergie d'interaction, eh bien la nouvelle fonction n plus de epsilon sera égale à n de epsilon moins delta E. Pour vérifier qu'on ne se trompe pas au niveau du signe, eh bien on peut tout simplement penser que pour un électron qui est immobile, c'est-à-dire d'énergie cinétique nulle, eh bien, mais qui a un certain spin, eh bien, il est donc dans l'état fondamental, epsilon 0, et que cet état fondamental correspond donc à l'argument 0 de la fonction petit n, donc au fait que epsilon 0 moins delta E égale 0, ce qui donne epsilon 0 égale delta E. Et donc c'est bien l'énergie interne d'interaction. Voilà, donc c'est juste pour comprendre pourquoi on a dû shifter par moins delta E. Donc delta E est égal à plus ou moins mu B fois B, plus ou moins ça dépend du spin de l'électron. Donc les nouvelles fonctions n plus n moins de epsilon sont précisément n de epsilon plus ou moins mu B fois B. On va pouvoir maintenant, pour simplifier, on étudie ce qui se passe à température nulle et on nous demande de tracer les courbes de densité d'état selon que le spin est plus ou moins et de comparer à l'énergie de Fermi. Donc on rappelle que la densité d'état ρ de plus ou moins, eh bien c'est tout simplement la dérivée de la fonction n. Et bon, d'après cette formule, ρ de plus ou moins, ce sera ρ, la fonction ρ, évaluée en epsilon plus ou moins mu b fois b. On se rappelle que la fonction ρ, alors on l'avait calculée aux exercices précédents. Voilà, dans l'exercice 2, à la question 3, on avait demandé de tracer la fonction ρ de epsilon. Et on avait obtenu cette formule. Elle se comporte comme racine carrée de epsilon, et donc à cette allure, démarrant en epsilon égale 0. Donc si on revient maintenant au fait que les électrons ont des spins plus ou moins, et qui sont en présence d'un champ magnétique, cette fonction ρ est décalée de plus ou moins mu b fois b. Donc au lieu de démarrer en énergie epsilon égale 0, elle va démarrer en l'énergie mu fois b ou moins mu fois b, selon que le spin est plus ou moins. Donc précisément, pour la fonction ρ moins, donc pour les spins moins, eh bien vous aurez ρ en epsilon moins mu b, et donc le démarrage va se faire en plus mu b.
parce que plus mu b moins mu b fait 0. Et pour les spins plus, eh bien, la fonction va démarrer en moins mu b. Alors ça correspond au fait que, en effet, pour les spins plus, par exemple, eh bien, l'état fondamental est en moins mu b, et ça correspond au fait que les électrons ont tendance naturellement à s'orienter parallèlement au champ magnétique. Et c'est ce qui se passe s'ils peuvent se mettre dans les états de plus basse énergie, qui est égal ici à moins mu b. Bon, le problème, le fait que ce sont des fermions, c'est que peut-être un électron pourra se mettre dans l'état de plus basse énergie, mais une fois que cet état est occupé, les électrons suivants vont devoir remplir et occuper des états d'énergie plus élevés. Voilà, et lorsque on est à température nulle, eh bien, les électrons occupent tous les états possibles de basse énergie jusqu'à une certaine limite qu'on appelle l'énergie de Fermi, mu0, qui correspond aussi au potentiel chimique à température nulle. Et donc on a présenté ici de façon assurée tous les états occupés à température nulle. Et le fait que la fonction ρ plus est décalée vers la gauche par rapport à la fonction ρ moins, eh bien, ça a comme conséquence que l'intégrale de ρ qui correspond au nombre d'états, donc au nombre d'électrons, eh bien, il y aura plus d'électrons avec le spin plus que d'électrons avec le spin moins. Donc cette figure illustre un peu le résultat qu'il va y avoir concernant les spins des électrons. On s'aperçoit qu'il y aura plus d'électrons, donc c'est la surface assurée, le nombre d'électrons. Il y aura plus d'électrons au final à température nulle qui ont le spin parallèle au champ magnétique B que d'électrons qui auront un spin opposé. Mais rappelez-vous le fait que mu0 est très grand devant mu b. En fait, mu b est négligeable. Il vaut 10-5 par rapport à mu0. Donc là, le schéma est très exagéré. En réalité, mu b et moins mu b sont très proches de 0. Et donc, en première approximation, les deux surfaces sont égales. Autrement dit, en première approximation, il y a autant d'électrons avec spin up et spin down. Simplement, il y a une très légère différence entre les deux surfaces. Pour cette raison, la magnétisation va être extrêmement faible à température nulle. Et on souhaite calculer cette différence. Alors pour calculer cette différence, donc la différence de surface entre les deux courbes ici, la différence d'intégrale, eh bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va les comparer. En réalité, les deux courbes proviennent de la même fonction ρ. Donc ce qu'on fait, c'est que on décale cette fonction vers la gauche et ce schéma vers la droite. Donc en décalant, eh bien ici pour la fonction ρ- redevient la fonction ρ, et l'énergie de Fermi mu0 se décale en mu0 moins delta E, alors que pour le spin plus, en décalant vers la droite de plus mu b, on retourne à l'origine ici, mais le niveau de Fermi qui était en mu0 se trouve en mu0 plus delta E. Et on s'aperçoit ainsi de façon graphique que la différence de surface qu'on souhaite calculer ici correspond à que cette différence peut être calculée ici au niveau de l'énergie de Fermi. Et précisément, du fait que delta E est très petit, eh bien cette différence ici correspond à un rectangle vertical extrêmement fin de largeur, extrêmement fine. Alors précisément, cette différence, eh bien c'est la surface assurée ici, vous voyez, qui a une énergie comprise entre mu0 moins delta E et mu0 plus delta E, et comme amplitude, eh bien, la fonction ρ en mu0. Donc la surface du rectangle, c'est ρ en mu0 fois 2 delta E. Autrement dit, on observe sur cette figure que la différence du nombre d'électrons ayant le spin plus et du nombre d'électrons ayant le spin moins, c'est donc cette surface assurée ici, qui est égale à 2 delta E fois ρ en mu0. On passe maintenant à la question 4. Sachant qu'un électron, comme on l'avait dit, c'est comme un petit aimant, il a un moment magnétique égal à 2 fois mu b fois s, son spin, déduire l'aimantation totale du métal due à la contribution des électrons, qu'on note grand M. Donc, comme on vient de le dire, l'aimantation en valeur absolue
le moment magnétique d'un électron, c'est 2 μb fois S. S est égal à 1,5, donc ça nous fait plus ou moins, S est égal à plus ou moins 1,5, ça nous fait donc plus ou moins μb. Et l'aimantation totale, c'est la contribution de tous les électrons. Donc pour les électrons de spin plus, ce sera leur nombre, n plus fois plus μb. Et à quoi s'ajoute n moins, le nombre total d'électrons de spin moins, fois moins μb. Et donc on peut mettre μb en facteur, ça fait μb facteur de n plus moins n moins. On a évalué à la question précédente n plus moins n moins, c'était 2 delta E fois ρ de mu0. Ça nous donne comme formule finale. Donc delta E c'est égal, on l'a vu, à μb fois b. Donc ça nous fait μb carré fois 2 fois b fois ρ de mu0. Et donc c'est proportionnel à b, on met b en facteur, il nous reste qui indice 0 fois b. Ou qui indice 0 est ce qu'on appelle la susceptibilité magnétique à température nulle. Donc c'est égal, d'après cette expression, à 2 μb carré fois ρ de mu0. Voilà, donc ρ de mu0, on avait vu que c'était 3/4 de alpha fois mu0 puissance 1/2. Et alpha, c'était une certaine expression où ici on remplace à partir de la masse de l'électron, h bar, etc. Et on obtient comme formule finale que Ki0 est égal à cette expression. Et on peut faire une application numérique qui n'a pas été faite ici. Alors là, je n'ai pas fait de correction pour la dernière question qui est optionnelle, mais soit vous trouvez la réponse sur internet, soit je ferai une correction plus tard. Vous pouvez le faire vous-même. Donc le calcul précédent était à température nulle. On peut faire un calcul à température positive. Autrement dit, la question c'est de calculer la susceptibilité magnétique à température T quelconque. Donc au préalable, il faut calculer l'aimantation. Eh bien, à température positive, les états ne sont pas totalement remplis en dessous de l'énergie de Fermi, mais vous avez cette distribution de Fermi, comme ça, vous voyez, et la surface assurée donne le nombre total d'électrons de spin moins et le nombre total d'électrons de spin plus. Et l'aimantation, eh bien c'est la même formule, hein, comme chaque électron a un moment magnétique μb, l'aimantation totale, ce sera μb fois n plus moins μb fois n moins. Donc il s'agit toujours de calculer cette différence de surface n plus moins n moins. On est ici à température positive et donc il faut, vous voyez, il y a une différence d'intégrale à calculer. Et alors, bon là je donne juste l'indication. On fait comme on a fait au problème précédent, c'est-à-dire que le nombre n plus ou n moins, ça s'écrit comme une intégrale de la densité d'état ρ de plus moins multiplié par la distribution de Fermi, et donc c'est la distribution de Fermi fois une fonction, et là on peut utiliser encore la formule de Sommerfeld, faire des développements limités à basse température, mais aussi à faible champ magnétique pour obtenir le résultat. Donc là j'ai juste commencé le calcul, je crois que je n'ai pas terminé, peut-être que si, mais ce n'est pas détaillé. Voilà. Pour terminer, je veux faire remarquer que dans l'énoncé, dans le fichier PDF, tous les mots qui sont encadrés en bleu correspondent à des hyperliens où vous pouvez avoir plus d'informations et plus de définitions. Par exemple, voilà, concernant l'énergie d'interaction magnétique, vous tombez sur la page de Wikipédia qui vous explique que l'énergie, c'est en effet moins le moment magnétique dipolaire produit scalaire avec le champ magnétique. De la même façon, cliquant sur le moment magnétique d'un électron, voilà, vous avez l'explication de son expression, etc., avec beaucoup plus d'informations intéressantes à lire.